Bien, mesdames, messieurs, l'heure c'est l'heure. Ik wil graag de plenaire vergadering geopend. Certains ont dû confondre 9h et 9h30 puisque nous avions convenu de commencer un peu plus tôt. Mais enfin, nous avons quelques minutes ici pour des communications. Dus verscheidene mededelingen werden door het grondwettelijke hof aan het parlement gedaan. Ça sera dans le PV, évidemment. Alors, de directeur-generaal van Brussel Plaatselijke Besturen zendt het activiteitenverslag verzonden naar de commissie. Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles transmet au Parlement son rapport d'activité aussi, pour information. Alors, le haut fonctionnaire transmet la modification budgétaire numéro 2 de l'établissement francophone chargé des intérêts de la communauté philosophique non confessionnelle et des services d'assistance morale. Dat is verzonden naar de commissie van de Algemene Zaken. De directeur van Myria zendt zijn jaarverslag ter informatie. Alors, le gouvernement a déposé le projet d'ordonnance relative à la création de Bipost et à certains services postaux. C'est envoyé à la Commission des Finances et des Affaires Générales. Aan de orde is de in overwegingneming van het voorstel van resolutie van mevrouw Uitenbroek en mevrouw Maas voor het opmaken van een energiepacte. Alors, nous en arrivons à la prise en considération de la proposition de résolution de Madame El Bakri, Monsieur Bowet, Monsieur Andichy et Madame Gerhardt. C'est sur le traité de libre-échange de l'Union européenne, donc avec le Canada, envoyé en commission. Alors, l'ordre du jour appelle la discussion générale conjointe de toute une série de projets d'ordonnance que Monsieur le ministre des Relations extérieures va nous détailler projet d'ordonnance par projet d'ordonnance longuement. Je vais vite. En fait, il s'agit essentiellement de transport routier et donc de l'assentiment des accords avec une série de pays. Alors, je les cite: Moldavie, Maroc, Ukraine, Macédoine, Géorgie, Albanie, Kazakhstan, et alors de Russische Federatie, République Kosovo, Monténégro et République Serbie. Et alors, nous avons une discussion générale, mais nous avons aussi un rapporteur, M. Uitendaal. Je vais me référer au rapport écrit, Monsieur le Président. Je m'attendais à cette réponse intelligente. Merci. Sinon, vous pouviez faire un rapport projet par projet. Et la parole est à M. Van Engel, normalement, mais... Je suis très heureux du rapport qui est très bon, et je remercie le rapporteur pour le magnifique travail qui a été effectué. Merci, M. Van Engel. Ça reste une de vos grandes prestations de votre mandat politique. Merci. Alors, donc, il n'y a rien sur les articles. Donc, on passe tout ça en revue rapidement. Donc, voilà. Alors, par contre, il y a quand même le transport routier, mais il n'y a pas que le transport routier, puisque normalement, on devrait rencontrer des épaves bientôt. Je veux dire, bon. Mais il y a d'abord les grandes voies navigables d'importance internationale. Et donc, je pense que là, il n'y a pas de problème, mais il y a un rapporteur qui est M. Khanfaoui. Je me réfère au rapport écrit qui était excellent. Très bonne réponse également. Et donc, nous verrons ça tout à l'heure. Alors, oui. Alors, nous avons le projet d'ordonnance sur les épaves que je vous annonçais. Et la parole est aussi à Monsieur le rapporteur Khanfaoui. Même réponse, Monsieur le Président. Bien, on persiste dans la bonne formule. Et le ministre n'a pas grand-chose à dire là-dessus. Merci, Monsieur le ministre.
Oui, et alors nous allons pouvoir avancer un petit peu, puisque nous avons vu ainsi le transport routier, les épaves et Nairobi. Donc c'est ça, enfin elles sont toutes passées. Et donc aan de hand is het debat over de vluchten boven Bruxelles. Il n'y avait pas des slides qui étaient demandés? Il pourrait y avoir projection sur les écrans. C'est ça. La ministre souhaite, c'est prévu. Oui. Mais Madame la ministre, vous souhaitez utiliser le slide? Oui, ok, ça va. Bon, voilà. Alors, donc vous savez que le bureau élargi a proposé ce débat. Enfin, j'ai proposé un débat au groupe politique que nous puissions entamer ce débat aujourd'hui. Et alors, conformément à la décision, le temps de parole est limité à 20 minutes par groupe politique. En na het antwoord van de regering zal elke fractie beschikken over 5 minuten spreektijd voor de replieken. Voilà. Alors. Pardon? Faites les slides à la réponse. À la réponse. On commence par les interpellations. Ça va? Alors, oui. Non, vous pouvez faire un exposé introductif. Hein. Rien n'empêchait de le faire, mais ça c'est déjà fait. Mais voilà. Alors, la parole est à Monsieur De Wolf. Monsieur Van Damme. Attendez, je prends peut-être avant que Monsieur De Wolf commence Monsieur Van den Drief, Monsieur Geisels, Monsieur Serex, c'est fait Pinksteren a été le deuxième, Monsieur Cornelis, Meneer Delva, Maas, Annemie Maas, Meneer Van den Drief. Voilà. Il n'y a plus d'autres demandes de parole, non? Ah oui. Vous prenez un temps de parole de M. De Wolf. D'accord. Ah, vous êtes à 3, alors? Donc on est 3, je vais Ah oui, d'accord. C'est beau. Pour qu'on ne perde pas de temps. Monsieur De Wolf, vous avez la parole, oui. Monsieur le Président, chers collègues, Madame la Ministre, cette fois nous y sommes. Hein. Le débat sur le survol est à l'ordre du jour de nos travaux. Et j'ai tendance à dire que les missiles solaires sont sortis. Les partis francophones, parce que dans l'opposition dans une autre enceinte, sont prêts à tirer à la fois sur le MR et sur les avions. Et pourtant, les mêmes partis se sont cassés les dents sur ce dossier. Madame Onkeling, c'est sa route du canal. Monsieur Wathelet et son plan de sinistre mémoire. Et les écolos ont le souvenir des difficultés qu'a éprouvé Madame Durand dans le même dossier. Et la situation n'est pas différente pour les néerlandophones. Et pourtant, si avant que le MR ne porte cette compétence, une solution miracle avait été trouvée, mais nous ne serions pas là aujourd'hui pour en débattre. Donc je dirais que chacun bat sa coulpe. Plutôt que de faire de ce dossier un enjeu politique où tous les coups sont permis, les mandataires politiques bruxellois en premier lieu doivent être unis pour parler d'une seule voix et pour défendre les intérêts de la population qui les a élus. C'est dans ce cadre que les députés bruxellois du MR s'exprimeront et c'est dans ce cadre aussi, je l'espère, que mercredi prochain, la conférence des bourgmestres prendra une position. Aujourd'hui, la position du MR est spécifique. Pour la première fois, une ministre libérale porte la compétence aéroportuaire. Et force est de constater que, dès lors qu'aucun autre parti politique francophone ne siège dans cette majorité fédérale, la tentation est grande de privilégier des dérives politiques, des jeux politiciens, ou encore des déferlements étrangers à l'intérêt des Bruxellois. Aujourd'hui, je l'ai dit, nombreux seront ceux qui vont à cette tribune tirer sur le MR et sur les avions. Mais ça n'enlèvera rien à la réalité des faits. Les ministres CDH, Wathelet et puis Fonck ont tous deux refusé le moratoire. La ministre Galland, elle, l'a instauré quelques semaines après son entrée en fonction. Aujourd'hui, la ministre Galland achève son travail entamé voici plusieurs mois. Elle l'a rappelé une nouvelle fois dans une interview parue ce jour.
Alors pourquoi faut-il présupposer d'emblée que les solutions qu'elle avancera seront à rejeter? À l'évidence, par stratégie. Monsieur le Président, la position de notre groupe sera ferme et claire. Nous le devons aux Bruxelloises et aux Bruxellois. Et la position que je vais vous décrire de notre groupe ne sera pas différente de celle qui a été soutenue par moi en ma qualité de chef de file du MR lors de la campagne électorale régionale de 2014. Ainsi que je l'ai soutenu, Bruxelles ne peut être survolée. C'est une question de sécurité, c'est une question de bon sens, de santé et de respect de la qualité de vie des Bruxellois. C'est aussi une évidence. On ne peut survoler les zones les plus densément peuplées. C'est ce que prévoyaient les accords fédéraux de 2008 et de 2010. Monsieur le Président, aujourd'hui, des milliers de Bruxellois ont pour réveil matin le bruit des avions. C'est inacceptable. Nous sommes favorables à prolonger la période de nuit de 22 h à 7 h du matin. Cette position, je la soutenais durant la dernière campagne. Elle ne faisait pas l'unanimité sur les bancs à l'époque. Je la maintiens aujourd'hui. J'invite et j'ai invité mes estimés collègues mercredi prochain à entériner cette proposition au sein de la conférence qui nous rassemble. Durant cette période de nuit, il faut interdire les décollages et limiter les atterrissages. Chers collègues, le plan Wathelet a fait l'objet d'un moratoire en vigueur depuis le 2 avril 2015. Il doit être strictement respecté. Belgocontrol doit jouer son rôle de contrôleur de trafic aérien et la DGTA doit appliquer les sanctions administratives en cas de non-respect des routes fixées. Chers collègues, il convient également de développer au niveau du pays une stratégie aéroportuaire permettant une meilleure répartition du fret et des nuisances. Nous en appelons aussi au ministre de l'Emploi pour informer le Parlement sur l'impact d'une éventuelle stratégie en la matière pour les travailleurs bruxellois. La région bruxelloise pourrait être un allié important dans la mise en œuvre d'autres mesures structurelles suggérées par le fédéral. L'allongement de la piste 25L apparaît être un développement judicieux de l'aéroport national. Mais nous ne sommes pas ici devant le gouvernement fédéral. Beaucoup le souhaiteraient et beaucoup vont parler beaucoup du fédéral. Nous sommes ici devant l'Assemblée bruxelloise, chargée de contrôler non le gouvernement fédéral, mais bien le gouvernement bruxellois. Et nous appelons la ministre de l'Environnement et le gouvernement au respect du principe de tolérance zéro. La ministre le sait, mon groupe et moi-même avons interpellé à de nombreuses reprises à ce sujet, sur les amendes, sur les astreintes, sur le suivi de ce dossier. Et c'est lors d'une réponse qui a été donnée à l'une de ces interpellations qu'on a appris l'existence d'une tolérance. Tout d'abord, il faut savoir que seul 1 million d'euros d'amende ont été payés par les compagnies aériennes sur un montant de plus de 15 millions. C'est beaucoup trop peu. Le gouvernement s'est réveillé à la fin du mois d'août et se targue maintenant d'une grande rapidité et efficacité, mais beaucoup de temps a été perdu. Vous avez instauré une tolérance de 6 décibels la nuit, de 9 décibels le jour. Cette tolérance est intolérable. Elle menace la santé des Bruxellois, alors que, rappelons-le, l'OMS recommande un seuil de bruit inférieur à 55 décibels. Chers collègues, tant que le survol continue, l'arrêté bruit garde son sens et protège les Bruxellois contre les excès de nuisances sonores. De même, nous souhaitons qu'une charge environnementale décourage les compagnies à employer les avions les plus bruyants. Monsieur le Président, chers collègues, plutôt que de rejeter a priori ou de critiquer sans savoir, attitude peu glorieuse pour des formations politiques responsables, j'invite mes collègues et de formation politique à travailler dans le respect de manière constructive sur les propositions que dans les prochaines semaines, la ministre Galland présentera après avoir continué à y travailler sans la discrétion. Dans la discrétion. Je vous remercie. Dans la discrétion. Pinksteren. Oui, ça vous voulez, oui, c'est comme vous voulez, mais on peut les grouper, hein. Vous préférez les grouper? C'était pour donner une certaine cadence de parole, mais vous pouvez les grouper si vous avez envie, si tout le monde est d'accord. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, qui osent encore dire aujourd'hui que la zone du canal n'est pas habitée.
Cette partie de la région est l'une des plus densément peuplées, mais aussi, et l'on peut le regretter, l'une des plus survolées par les avions. Depuis la création de la route du canal en 2003, mon collègue l'a dit durant le ministère de Mme Onkelings, on expliquait que c'était parce que c'était une zone industrielle et peu habitée. Cette zone n'a pourtant jamais arrêté de se développer, que ce soit du point de vue démographique, mais aussi économique, devenant aujourd'hui une des parties de Bruxelles qui offre le plus de potentiel. Quand on parle de reconversion et de vision à moyen et long terme de la capitale, les nombreux projets qui y sont créés et ceux à venir en sont l'illustration parfaite. Mais permettez-moi d'abord, en premier lieu, de dire un certain nombre d'éléments importants qui prouvent que la zone du canal est tout sauf inhabitée ou une sorte de no man's land, comme certains aiment à le déclarer. Je voudrais donc m'appuyer sur une étude récente de l'ULB de 2014 afin de démontrer que la route du canal est un lieu de vie, d'échange, d'habitat, où l'on rencontre des familles, des écoles, des quartiers qui renaissent. Un chiffre, 392 000. 392 000 habitants, c'est le nombre total de personnes impactées par le survol des avions, jusqu'à un éloignement de 20 km à partir de l'aéroport. On comprendra aisément que pour une zone aussi peuplée, il est inconcevable qu'une grande partie des décollages d'avions la survolent. Autre élément qui prouve que cette zone n'est pas un no man's land, la densité de la population. Entre 2001 et 2009, la population du canal a cru de 20% contre 10% pour l'ensemble de notre région. Les abords de la route du canal dépassent souvent 16 000 habitants au kilomètre carré, voire le seuil des 30 000 habitants au kilomètre carré en certains endroits. Et si on y regarde de manière plus large, la population de la zone du canal représente 16% de la population totale de la région. Une population qui est également très jeune, puisque 44% des enfants de 0 à 4 ans qui sont domiciliés en région de Bruxelles-Capitale résident aux abords du canal. Cette forte augmentation de la population au cours des dernières années s'est donc traduite par un développement important de logements. Entre 1995 et 2012, 4 000 logements ont été produits dans le cadre des contrats de quartier ou du plan régional logement. Cette tendance illustre aussi le fait que la taille moyenne des ménages est un peu plus élevée que dans les autres quartiers. Et si on se projette dans le futur, là encore, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En effet, les démographes estiment que la croissance démographique aux alentours du canal sera plus importante qu'ailleurs. Sur la période 2010-2020, le taux de croissance annuel moyen se situerait entre 2 et 2,3%, alors que le reste de la région s'élèverait à 1,2%. Voici donc brièvement décrits des éléments objectifs et scientifiques qui résument clairement la situation que vivent 400 000 habitants. Les avions qui empruntent la route du canal survolent une des zones les plus peuplées de la région. Vous imaginez bien entendu les nuisances qu'apportent ces survols au quotidien, puisque la population exposée au bruit des avions a été multipliée par 3. La qualité de vie de ces milliers de personnes s'est donc dégradée. Je souhaiterais donc aussi attirer votre attention sur le futur et les atouts qu'offre cette partie de la région. Les projets ne manquent pas, on en a régulièrement parlé, des projets de développement dans le cadre, bien entendu, de la zone du canal, du plan canal. C'est une question qui a été régulièrement portée devant cette Assemblée. Je tiens donc ici à rappeler, au nom des 390 000 habitants vivant dans les communes qui longent le canal, que les décisions qui ont été prises, notamment en 2014, lorsque M. Wathelet a décidé de surcharger cette route avec des avions gros porteurs, est un non-sens. C'est une décision qui a été prise au mépris de la qualité de vie de dizaines de milliers de citoyens bruxellois. Tout d'abord parce qu'elle est en totale contradiction avec la méthode qui a été proposée en Conseil des ministres le 26 février 2010. Celle-ci stipulait pourtant que la concentration des vols au-dessus de zones fortement habitées sera limitée autant que possible. Cette méthode figure pourtant dans l'accord de gouvernement du 1er décembre 2011 et qui indiquait clairement que les décisions des conseils des ministres des 19 décembre 2008 et du 26 février 2010 dans le cadre de la gestion des nuisances sonores à l'aéroport de Bruxelles National seront entièrement exécutées. Cette méthode est sans ambiguïté. Les zones densément peuplées doivent être évitées, la zone du canal soulagée et donc, à terme, la route du canal supprimée. Je vous remercie. Madame Dursel.
Oui, merci, Monsieur le Président. Chers collègues, au fond, ce qui compte aujourd'hui, c'est de pouvoir défendre des revendications communes en vue de trouver des solutions structurelles qui puissent améliorer la qualité de vie de tous les Bruxellois, suivant des critères objectifs et effectivement appliqués. Je pense à la sécurité, à la santé et à la prise en compte de la plus faible densité de population pour définir les routes. J'interviendrai dans ce sens, mais en mettant en lumière la souffrance vécue par les habitants de l'Est de Bruxelles, et en particulier celle vécue par les habitants d'Woluwe Saint-Pierre. Nous vivons, vous le savez, une situation très particulière. Une partie importante de la commune, comme un grand nombre de Bruxellois, était très impactée par le plan Wathelet. Elle demandait un moratoire, ce qui a été réalisé, mais ne semble pas encore bien appliqué dans les faits. De très nombreux habitants subissent en effet encore des nuisances par une application imparfaite du moratoire. Dans la réalité, le virage gauche serré de la piste 25R, de par l'absence de points fixes devant être suivis par les pilotes, se répartit en pratique sur une zone de 4 km de large, certains avions prenant un virage plus court, d'autres faisant un virage un rien plus large. Il faut ajouter à cela 1 km de cône de bruit des deux côtés. La trajectoire est donc fluctuante au fluide des décollages et en vient à impacter une zone de 6 km de large. Nous demandons une application stricte du moratoire pour que le double virage à gauche soit dans les faits et dans la pratique définitivement supprimé. D'autres quartiers de la commune densément peuplés, je veux parler de Saint-Alix, Stockel et Conquel, des communes voisines en région bruxelloise, ainsi que Krenem et Wezenbeek, subissent depuis le 2 avril dernier des nuisances encore plus insupportables pour la bonne et simple raison qu'elles cumulent les nuisances des décollages au départ des pistes 19 et 25R et des atterrissages en piste 01, et ce, jour et nuit. Pour illustrer mes propos, voici quelques chiffres. Au niveau des atterrissages, durant la période du 26 septembre au 2 octobre, on a constaté, c'est un exemple, on a constaté une moyenne de 300 atterrissages par jour. À cela s'ajoute la cinquantaine de nuits à basse altitude. Et quand il n'y a pas les atterrissages, ce sont les décollages qui se mettent en route. Comment voulez-vous que les gens qui habitent en dessous n'en soient pas affectés physiquement et mentalement? Ils n'en peuvent plus. L'un des problèmes majeurs de cette partie de Bruxelles est l'usage abusif de la piste 01. Il faut rappeler que c'est la seule piste d'atterrissage qui, parmi les 6 possibilités qui existent à Zaventem, requiert de survoler les zones les plus densément peuplées à proximité des pistes. Les 7 derniers kilomètres avant le seuil de piste 01 sont en effet densément peuplés et survolés à basse altitude à un intervalle de 1 à 2 minutes au moment où les avions produisent le plus de bruit. Les trains sont sortis, les flaps sont déployés et les freins moteurs sont activés. Il est bon de rappeler les principes régissant les atterrissages à l'aéroport de Bruxelles National. Ils sont fondés sur un système préférentiel d'utilisation des pistes parallèles 25R et 25L. Ce principe a d'ailleurs été confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel de 2005. La piste 01 ne peut être utilisé que quand il n'y a pas d'autres pistes possibles pour des raisons opérationnelles et de sécurité, et d'autant plus que la piste croise la 07, ce qui crée des conflits au sol, bien entendu. Avant ces 2 pistes préférentielles, il n'y a pas de zone peuplée, il s'agit de champs, et d'ailleurs aucune plainte n'a jamais été enregistrée pour contester ces atterrissages. Alors on a bien entendu vu une terrible augmentation entre 2013 et la période antérieure. Il y a eu un transfert de volume entre les pistes 25 et 01 qui crée une asymétrie des nuisances vu l'énorme différence du nombre d'habitants survolés. 12% d'utilisation constitue une moyenne historique pour la piste 01, soit environ 15 000 mouvements par an à volume total de 120 000 mouvements par an. En avril 2015, ce pourcentage est monté à 30,6% le jour et près de 25% la nuit. Rappelons en effet que la totalité des atterrissages étant concentrée sur une seule et unique trajectoire et que l'aéroport étant ouvert dans les faits 24 heures sur 24, les avions atterrissent à toutes les heures de la nuit, ce qui a de graves conséquences sur le sommeil et la santé des populations survolées. Alors pourquoi ce transfert? Belgo Control explique que ce transfert est dû à des raisons climatiques. En réalité, cette augmentation d'atterrissage en 01 est due à l'interprétation par Belgo Control des normes de vent. Permettez-moi d'être un peu technique pendant quelques secondes. Au lieu de baser le choix des pistes sur un programme METAR, mesure de vent moyen, et sur le programme TAF,
les prévisions internationalement utilisées et appliquées, Belgocontrol utilise pour les prévisions le programme interne et secret ACMET, qui ne respecte pas les AIP, vent moyen de 7 nœuds rafale incluse, car l'ACMET prend en compte la moindre variation de vent et la capacité des pistes. Et pour les mesures, Belgocontrol utilise le programme Barwis, des mesures de vent majorées des variations ponctuelles, c'est-à-dire le vent maximal au lieu du vent moyen sur la période considérée. Notons que les programmes ACMET et Barwis ont été testés et abandonnés par l'OACI. Ces deux programmes AUBMED ne sont étrangement utilisés qu'à l'aéroport de Zaventem et jamais dans aucun autre aéroport belge. Apparemment, Belgocontrol joue avec les normes et les règles, comme bon lui semble, dans la plus grande opacité concernant la sélection des pistes de Zaventem. Cet organisme ne respecte pas les instructions reçues par la ministre de la Mobilité, à savoir les AIP, avec une interprétation fallacieuse des normes de vent. Il faut appliquer correctement et intégralement les dispositions relatives aux normes de vent applicables sur les pistes 0119 et 2507, reprises dans les accords aéroportuaires 2008-2010. La notion de rafale est à définir clairement, la mesure de vent en altitude est à objectiver. Il faut créer une autorité de contrôle indépendante qui puisse contrôler le respect des normes de vent et des normes de bruit et faire respecter ces normes. L'allongement de la piste 25L semble une solution de long terme qu'il faut bien entendu creuser. Étendre la nuit de 22h à 7h du matin et supprimer les vols de nuit me paraissent bien légitimes, de même qu'installer des systèmes d'assistance à la navigation sur toutes les pistes, comme le recommande aujourd'hui l'Europe. Enfin, au niveau de la région bruxelloise, qu'avons-nous entre les mains? Les nuisances environnementales sont dues au survol de Bruxelles, sont de deux types, la pollution sonore et la pollution de l'air. Alertée par de précieuses associations de riverains, j'ai été la première dans ce Parlement à vous interpeller, Madame la Ministre, pour vous demander de mettre en place des instruments pour mesurer les particules ultrafines en région bruxelloise, de façon à pouvoir objectiver l'impact du survol de Bruxelles et de la combustion du kérosène sur la qualité de l'air dans notre région. Vous avez depuis lancé une étude en ce sens dont nous attendons impatiemment les résultats pour le mois de janvier prochain. Dans la foulée, j'ai déposé une proposition d'ordonnance pour faire ajouter les particules ultrafines dans les polluants reconnus par le Code bruxellois de l'air, du climat et de l'énergie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. S'ajoute à cela une proposition demandant de réaliser une étude épidémiologique pour mesurer l'impact de ces particules ultrafines sur la santé des Bruxellois, car nous savons aujourd'hui que ce sont les particules qui sont les plus dangereuses sur la santé et à l'origine de nombreuses maladies respiratoires et cardiovasculaires. Nous espérons pouvoir en discuter de ces deux propositions prochainement en commission. Concernant les nuisances sonores, hormis les mesures qui ont été développées par Vincent de Wolf, sur lesquelles nous avons la maîtrise au niveau régional, il en existe une autre. N'irions-nous pas plus loin dans l'arrêté bruit du 27 mai 1999? L'arrêté fixe les normes admissibles, entre guillemets, en région bruxelloise, soit 80 décibels de jour et 70 de nuit pour la zone 0, soit la majorité des communes bruxelloises. 90 décibels de jour et 80 de nuit pour la zone 1, soit Woluwe-Saint-Pierre, Saint-Lambert, Ouderghem, Schaerbeek et Laeken. 100 décibels de jour et 90 de nuit pour la zone 2, soit Arun, Evere et une partie des Woluwe. Rappelons que l'OMS préconise quant à elle 50 dB de jour et 45 la nuit. Soulignons que les mesures peuvent varier en fonction de la durée de l'exercice, s'il s'agit d'une moyenne ou d'un instantané. Prenons un exemple que je connais bien, celui de la zone 2. Depuis le 2 avril et jusqu'au début des travaux opérés cet été à l'aéroport, le sonomètre installé par Bruxelles Environnement à la Corniche Verte sur le territoire de Woluwe-Saint-Pierre a enregistré 8766 événements sonores de plus de 65 décibels et durant chacun plus de 10 secondes, soit une moyenne de 98 épisodes de bruit intense par jour, avec un pic de 344 épisodes de bruit enregistrés le 15 juin. Considérant que ce même sonomètre a enregistré de nuit, 23h, 7h du matin, 764 événements sonores de même nature, plus de 65 décibels sur plus de 10 secondes, soit près de 9 épisodes de bruit par nuit en moyenne, avec un pic de 44 épisodes observés durant le mois de juin. Parmi les relevés enregistrés, peu dépassent les normes de l'arrêté. Par contre, ils dépassent très largement les normes de l'OMS. La proximité avec l'aéroport ne justifie pas tout.
d'autant plus que les quartiers concernés sont densément peuplés, principe dont le respect doit nous guider. Autre exemple, prenons dimanche dernier, le 11 octobre. Sur le total des atterrissages en 01, 323 dépassaient 65 décibels, 282 dépassaient 70 décibels, 23 dépassaient même 80 décibels. Aucun n'était en infraction par rapport à l'arrêté Gozouin. Concernant la nuit de samedi à dimanche, de 23h à 6h du matin, 25 dépassements de plus de 70 décibels ont été constatés. Je vous passe les heures, évidemment, auxquelles tous ces avions sont passés, qui s'étalent évidemment tout au long de la nuit. Rappelons que dans sa publication Night Noise Guidelines for Europe de 2009, l'OMS stipule qu'être exposé de nuit durant une longue période à des nouveaux moyens supérieurs à 55 dB, ce qui équivaut au bruit d'une rue fréquentée, peut faire monter la tension artérielle et provoquer des crises cardiaques. Le problème des normes actuelles est qu'elles permettent des situations intenables sans pouvoir invoquer des dépassements sur le plan juridique. Il était prévu dans l'arrêté qu'après une période d'adaptation, que les valeurs limites par passage et par période soient adaptées automatiquement en réduisant les seuils. On passerait ainsi pour la zone 0, la zone 1, la zone 2 à des valeurs moins importantes. On est évidemment encore loin des normes OMS, mais l'on tente ainsi de mieux préserver la santé des habitants survolés, et cela, c'est vraiment un minimum. Alors, qu'en est-il, Madame la Ministre? L'idée ici est d'appliquer aujourd'hui la seconde partie de l'arrêté bruit, qui n'a jamais été mis en œuvre depuis 16 ans. Enfin, dernière question qui nous occupe aujourd'hui, les sonomètres situés en région bruxelloise doivent être placés à des endroits stratégiques qui permettent d'être le plus en phase possible avec les impacts réels du survol sur les habitants. Après une analyse approfondie, comptez-vous, Madame la Ministre, en placer de nouveaux ou en déplacer certains, lesquels, où et quand? Je vous remercie. Monsieur Pilsteran. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Alors, oui, ces dernières années, les décisions fédérales successives relatives à l'aéroport de Bruxelles-National ont modifié le schéma d'utilisation des pistes, les composantes de vent, les routes aériennes. Ces différentes décisions ont engendré une large contestation de la part des personnes survolées, et en particulier à Bruxelles. L'action citoyenne, mais aussi les actions gouvernementales bruxelloises, entreprises ces dernières années, ont permis, à tout le moins, d'empêcher la pérennisation de l'inacceptable, du plan Ancio au plan Watley. Le dossier très problématique des nuisances sonores aériennes et du survol de Bruxelles est un dossier complexe, multifacette. C'est tout d'abord un problème de santé publique. Les nuisances sonores affectent 1 million de personnes, nous disent les chiffres récemment publiés par Pas Question, et d'ailleurs nous les remercions pour leur travail de mobilisation et de réflexion. 1 million de personnes impactées, cela ne laisse personne indifférent, encore moins sous la route du canal et sous les virages vers l'est. Un problème de santé publique parce que la qualité de l'air est également impactée, certainement. Vous avez, Madame la Ministre, d'ailleurs diligenté une étude à ce propos que je serais évidemment très curieux de découvrir, et vous pourrez peut-être nous dire pour quand ces résultats seront connus. Pour janvier, ben voilà, mais donc on découvrira ces résultats en janvier et ils seront certainement très intéressants. Un problème de santé publique, je le disais aussi, parce que tout simplement, il y a un risque. Il y a un risque à survoler des quartiers densément peuplés. Un avion, parfois ça tombe. Parfois ça tombe, et il vaut mieux que ça tombe où il y a le moins de gens possible. Je disais, un problème multifacette, un problème de santé, effectivement, mais un problème juridique aussi. L'application de l'arrêté bruit et ses normes ont été sans cesse attaquées, sans cesse défendues et systématiquement validées. Les différentes actions, notamment en cessation environnementale, ont permis de mettre fin au plan Ancio, ont permis de mettre fin au plan Watley. Les infractions sont relevées, sanctionnées, contesté, parfois payé. Un problème juridique, donc, également, à côté d'être un problème de santé. C'est également un problème communautaire. Moi, je dirais plutôt que c'est un problème économique.
La prospère Flandre voit ses desseins de croissance économique contrariés par le petit village d'irréductibles bruxellois. L'emploi et la croissance se heurtent à la défense de la qualité de vie. Jusqu'où développer cet aéroport doivent se poser, c'est la question que nous devons nous poser et doivent se poser les Flamands également. Problème économique, mais aussi un problème d'aménagement du territoire, et vous le savez, avec une urbanisation galopante, effrénée des alentours de l'aéroport, sans aucune considération pour l'activité aéroportuaire, son impact et ses nuisances ont complexifié à outrance les possibilités de solution à ce problème. Mais ce grand problème que représente le dossier des nuisances sonores aériennes et du survol de Bruxelles, ce grand problème complexe et multifacette, ce grand problème doit être solutionné. Il doit être solutionné rapidement et il doit être solutionné structurellement. Rapidement, vu l'entrée en vigueur à la mi-juin 2016 du règlement européen relatif à l'établissement des règles et des procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de l'Union. Passé cette date, et ça tout le monde le sait, passé cette date, en effet, il deviendra extrêmement compliqué, pas impossible, mais extrêmement compliqué d'apporter de quelconques modifications limitant l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles National. Le problème doit donc trouver une solution rapide et une solution structurelle. Et d'ailleurs, l'accord du gouvernement fédéral, je ne le citerai pas souvent, donc l'accord du gouvernement fédéral ne dit pas autre chose, puisqu'il promet, je cite, d'élaborer une solution structurelle et définitive au problème du survol aérien. Voilà, un engagement. Et ces solutions durables en matière de survol aérien, elles existent. Elles sont parfois anciennes ou actualisées, comme la question de l'utilisation préférentielle de la piste 19 pour les décollages vers l'est et vers le sud-est, ou la redéfinition des routes du Nord, la Denut notamment, ou la route du Canal, la route du Rhin. Donc des solutions qui sont anciennes ou actualisées. Il y a aussi des solutions qui sont résolument volontaristes, comme la suppression de la route du Canal, la suppression de la route du Rhin, la suppression des vols de nuit, la limitation du trafic et de la croissance des activités de fret. Les solutions durables, elles sont pour certaines carrément novatrices, comme le recul de la piste 25 gauche. Écolo soutient totalement ces différentes propositions présentées cette semaine par l'association Pas Question. Nous remercions ces initiateurs et nous sommes convaincus que ce n'est qu'au travers de propositions et de changements significatifs, voire radicaux, dans l'approche de ce problème des nuisances sonores aériennes que des solutions émergeront, des solutions qui seront et qui devront être structurelles et qui devront drastiquement diminuer le nombre de personnes victimes de ces nuisances. Alors pour trouver des solutions durables dans ce dossier, il faudra également, Madame la Ministre, vous le savez, se doter d'une autorité de contrôle indépendante qui aura différentes missions, dont celle de vérifier le respect et de veiller au respect des procédures de vol, une capacité de sanction à l'égard des compagnies aériennes, etc. Et pour pouvoir mettre en place cette autorité de contrôle, il faut un accord de coopération. Il faut un accord de coopération, et ça, on le sait depuis quand? On le sait depuis 2007 et depuis un avis du Conseil d'État d'alors. Donc, le projet de loi, la fameuse Vliegwet, qu'on annonce pour la fin de l'année, et content d'avoir une date, cette fameuse Vliegwet ne pourra s'accompagner et devra s'accompagner d'un accord de coopération. L'urgence de son adoption nous préoccupe tous, mais son élaboration devra être concertée avec les régions concernées. Sans concertation, pas de Vliegwet, pas de solution structurelle. Voilà la situation à laquelle nous sommes confrontés. Et donc le problème des nuisances sonores aériennes, ce problème multifacette que j'ai essayé de rapidement décrire, doit trouver une solution politique. Doit trouver une solution politique avant juin prochain. Nous pensons que le temps de la musculation est bientôt révolu. Au-delà donc des différentes procédures juridiques initiées ou envisagées par la région bruxelloise, au-delà de cette construction d'un rapport de force, il faudra nécessairement et très rapidement laisser la place à la négociation et au dialogue.
Et donc je voudrais terminer mon intervention, Madame la Ministre, en vous posant une question simple, que j'adresse également aux membres du gouvernement, je vous rassure. Une question simple en apparence, je le concède. Mais quel est le plan du gouvernement bruxellois pour aboutir à des solutions structurelles avant juin prochain? Quelles sont les options défendues par le gouvernement? Quelle est votre stratégie pour faire valoir ces options auprès de la ministre fédérale qui élabore son plan? Je vous remercie pour vos réponses. Personne d'autre ne demande la parole dans le groupe écolo. Monsieur Pinksteren, personne d'autre ne demande la parole. Hein. Alors, het woord is aan meneer Van Dam. Boulot ou dodo? C'est un peu ça C'est un peu ça, apparemment, la discussion qui se présente ici ce matin. Boulot ou dodo, werken of slapen. Je crois que c'est un faux débat. Le SPA croit que c'est un faux débat et je vous expliquerai pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, la question n'est pas tellement boulot ou dodo, mais boulot et dodo. De tegenstanders, en ik heb het zo net nog begrepen van meneer Pinksteren, ik ben samen met de SPA een van de eerste die in 2010 al aan de alarmbel heeft getrokken toen meneer Schoepen, want hij is eigenlijk de eerste die het plan heeft opgesteld en meneer Wattelet heeft gewoon het plan verder uitgevoerd. In 2010 trokken wij inderdaad aan de alarmbel omdat die leefbaarheid van Brussel bedreigd werd door de nieuwe vliegroutes. En vandaag horen we heel vaak de discussie dat eigenlijk de enige oplossing is dat we ofwel leren leven met de realiteit van overvlogen te worden, van vliegtuigen te krijgen die dag en nacht over het centrum van onze stad gaan, ofwel, als we dat niet willen, dat we dan de optie moeten nemen om de luchthaven te sluiten, te verplaatsen of alleszins af te bouwen. Dat is een beetje het mantra van de discussie waar we vandaag voor staan. En meneer Pinksteren laat mij toe te zeggen dat ik niet in deze discussie wil meegaan. Want ik denk dat het een discussie is die geen uitkomst kan hebben. Politiek en economisch denk ik niet dat dit een mogelijke oplossing is. De luchthaven verplaatsen, de luchthaven sluiten, zijn opties die denk ik geen goede optie zouden zijn voor Brussel. Die geen goede optie zouden zijn voor de Brusselse rand. Heel veel laaggeschoolde Brusselaars gaan daar vandaag werken. Wij willen toch niet dat we die luchthaven moeten afbouwen en dat we die laaggeschoolde jobs die we zo nodig hebben, dat we die zien vertrekken. Want laten we eerlijk zijn, als we een luchthaven gaan openen in Bierset of in Oostende, dan gaan die Brusselse laaggeschoolde jongeren geen werk meer hebben. Dan gaan die niet naar daar gaan. Dan gaan die niet 2 uur lang onderweg zijn om elke dag te gaan werken. Dan hebben die gewoon geen werk meer. Dus verplaatsing of sluiten of afbouwen van de luchthaven is denk ik geen goede oplossing economisch. Maar het is ook geen goede oplossing politiek. Want u denkt toch niet dat wij vanuit Brussel, dat met de federale regering, een akkoord gaan kunnen sluiten. Dat zal inhouden dat Vlaanderen zal moeten aanvaarden dat de luchthaven de grootste motor van de Vlaamse industrie en economie, dat we die zomaar kunnen afbouwen of aan banden leggen. Wie dat gelooft, die kan misschien mooie praatjes verkopen en veel applaus oogsten, maar eerlijk gezegd, dit is geen leefbaar, dit is geen echte optie. En dus als we een echte oplossing moeten zoeken, als we een echte oplossing moeten vinden, dan moeten we die twee, en ik denk, meneer Pinkster, dat we daar op dezelfde lijn zijn, moeten we die twee met elkaar verzoenen en ook de leefbaarheid van Brussel garanderen. Et donc c'est pour ça que je dis boulot et dodo. Je crois qu'il y a une solution possible et nécessaire qui intègre les deux objectifs. Sans fermer l'aéroport, sans la déplacer, sans perdre les jobs qui sont liés, sans avoir un conflit insurmontable avec la Flandre ou le niveau fédéral.
Et je crois que cet objectif est assez, dans ses principes, assez simple à atteindre. Je crois qu'il consiste en 2 grands piliers. Ik denk dat er eigenlijk 2 grote beslissingen moeten genomen worden om die leefbaarheid en die economische groei met elkaar te laten groeien. Eerste opmerking die ik zou willen geven is, en we vergeten dat dikwijls, 10 jaar geleden waren er 320.000 vluchten per jaar vanuit de luchthaven. 320 opstijgende of dalende vliegtuigen per jaar. Vandaag zijn dat er 230.000. Bijna een derde minder. En ik herhaal dat, ik vind dat heel belangrijk. Vandaag zijn er een derde minder vliegtuigen. Aujourd'hui, il y a un tiers d'avions de moins qu'il y a 10-15 ans sur l'aéroport de Zaventem. Plus de nuisances pour Bruxelles. Et plus de nuisances pour Bruxelles. Tout à fait, monsieur Serrex. Donc, c'est ça le problème. Le problème n'est pas la croissance de l'aéroport. Le problème n'est pas le conflit entre économie et viabilité de la ville. Non, le conflit est un conflit politique. Het is een politieke keuze om vliegtuigen over Brussel te sturen. En daar ligt het probleem. Het probleem is niet een probleem dat gelinkt is aan de luchthaven. Het probleem is niet een probleem dat gelinkt is aan de ontwikkeling van die luchthaven. Het probleem is een politiek probleem. C'est un choix politique d'envoyer les avions sur Bruxelles. C'est un choix politique de toucher plus de gens, qu'ils soient bruxellois, flamands ou wallons, plus de gens qu'il y a 10-15 ans. En dat is het probleem dat we moeten aanpakken. En hoe kunnen we dat volgens mij aanpakken? Eigenlijk door 2 grote principes toe te passen. 1, en dat staat ook in ons regeerakkoord, mevrouw de minister, dat is de nachtvluchten verbieden. En het lijkt een beetje, oh ja, dat gaat niet, de economie gaat daaraan. Maar Orly doet het, Frankfurt doet het. Waarom zouden wij dat dan niet kunnen? Orly en Frankfurt zijn 2 grote Europese luchthavens. Waarom zouden wij niet kunnen ervoor zorgen dat een stuk van die nachtvluchten wordt afgebouwd en dat we op termijn naar een luchthaven komen zonder nachtvluchten? Ik wil discussiëren over de uren, mevrouw Durand. Ik wil discussiëren over de uren. Geen probleem. 10 uur, 11 uur, bon. Maar het belangrijkste is dat we 's nachts kunnen slapen. En dat kan gecombineerd worden met een economische ontwikkeling van de luchthaven. En 2, als we dan toch, natuurlijk gaan we nog altijd vluchten hebben, vooral overdag, en misschien voor een deel in eerste instantie nog 's nachts, dan moeten we eigenlijk een heel simpel principe toepassen. En ik denk dat u dat zelf op een bepaald moment heeft willen introduceren, mevrouw Durand. Dat is het principe van hoeveel mensen worden er overvlogen. Hoeveel mensen lijden er onder de geluidsoverlast. En dat is een heel simpel objectief criterium. En eigenlijk zou je dat aan een aantal internationale experten moeten geven, aan wie je vraagt van kijk niet naar de grenzen van die luchthaven, kijk gewoon naar de bevolkingsspreiding en kies op basis daarvan. Voilà, dat is hetgeen dat u ook al gezegd heeft. Dus we zitten op dezelfde lijn. Et pourquoi est-ce qu'au Parlement européen, vous avez toujours défendu le contraire? Pourquoi est-ce que tout le monde a voté pour cette mauvaise directive qui va nous empêcher de diminuer les vols de nuit? Hein? Monsieur le Président, s'il vous plaît. En dus we kunnen eigenlijk perfect een oplossing vinden waarbij dat er inderdaad nog altijd een aantal vliegtuigen over Brussel zullen komen. We moeten ons ook geen blaasjes wijs maken. Ook bij een finale oplossing zal Brussel een aantal vliegtuigen over zich heen krijgen overdag. Maar wel volgens een spreiding die rekening houdt met het aantal mensen dat overvlogen wordt. En waar dat dan is, dat maakt eigenlijk niet uit. Dat maakt eigenlijk niet uit. Maar het zal er inderdaad toe leiden, meneer Van Godssenhoven, het zal er inderdaad toe leiden, ja, ik adresseer me tot u, dat de kanaalzone minder overvlogen wordt. Want dat is op dit moment een van de dichtstbevolkte gebieden van Brussel. Et donc, je m'étonne un peu de votre intervention de tantôt, de dire, la zone du canal, il faut la protéger parce qu'elle est très densément peuplée. Je suis 200% d'accord avec vous. 200% d'accord avec vous. Mais c'est votre ministre qui a décidé le contraire, après le moratoire. C'est votre ministre qui a décidé, avec une adaptation technique, je le sais bien, mais elle a quand même décidé dans les faits, d'augmenter le nombre de vols sur la zone du canal et les nuisances y liées. Donc je ne comprends pas, et je suis très très étonné par votre discours,
qui en fait a l'air de dire oui, il faut protéger la zone du canal, mais vous ne le faites pas. Et vous la êtes ministre au est pouvoir, revenue à la règle légale. Et donc, je ne comprends pas votre attitude. Vous ne comprenez pas, bien sûr, vous ne comprenez rien. Vous défendez l'intérêt des vous distribuez les bons bulletins aujourd'hui, c'est ça. À l'intérêt de votre parti et pas seulement ici sur les bancs publics. Faites demain, monsieur. Voilà. Hartelijk dank. Ik ben rond. Ik heb mijn punt gemaakt. We zijn 10 minuten ver. En ik laat de floor aan collega's. Dank. Alors, Monsieur Geisels. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, Madame la Ministre, depuis plus de 30 ans, notre région est noyée dans un marasme politique au sujet du survol aérien. Aujourd'hui, plus d'1 200 000 personnes sont toujours victimes de nuisances aériennes, et ce, de ce que l'on peut dénoncer comme un scandale environnemental, sanitaire et de sécurité publique. Outre le nimbisme de certaines zones et les problèmes communautaires, il y a également une totale méconnaissance de ce dossier par la ministre fédérale en charge de cette matière. Madame Galland, Monsieur Antoine Villemy, porte-parole de Pas Question, considère d'ailleurs, et je cite, « Jacqueline Galland ne fait pas grand-chose et les gens qu'elle affecte à ce dossier ne sont manifestement pas à niveau. À cela, ajoutons ce qui semble être, pour être sympathique, le manque de professionnalisme de Belgocontrol qui ne fait rien pour faire respecter les routes aériennes et bien entendu la volonté de développer à tout crin l'aéroport de Bruxelles. L'objet de ce débat n'est pas de refaire l'historique de ce dossier complexe, mais bien d'aller à l'essentiel pour appréhender au mieux les derniers éléments pouvant nous permettre de trouver une solution structurelle et d'agir dans l'intérêt de tous les Bruxellois et des habitants de la périphérie. Pour rappel, en juin 2016, une directive européenne figera la situation des aéroports de l'Union. Madame la ministre, dans vos dernières actions, suite à la décision unilatérale du 19 juin dernier de Madame Galland de surcharger la route du canal, comme l'a rappelé notre excellent collègue M. Van Boitsenhoven, une procédure en conflit d'intérêts a été déclenchée. Cette procédure avait pour effet de suspendre la décision, de provoquer une réunion du comité de concertation qui s'est tenue le 16 septembre 2015. Les Bruxellois espéraient le maintien de la suspension, mais la procédure en conflit d'intérêts introduite par la région bruxelloise contre le survol du canal a été rejetée. Madame Galland estime en effet que, certes, le NOTAM du 19 juin génère quelque peu, un peu plus de trafic sur la route du canal, mais uniquement d'avions aux émissions sonores plus basses. Donc, en clair, pas de problème. Cette semaine, les experts du mouvement Pas Question proposent un plan qui permettrait de réduire de 70% le nombre des victimes du survol de Bruxelles et de la périphérie. Un plan basé essentiellement sur deux principes. Tout d'abord, le respect de bonnes pratiques, comme nous le revendiquons depuis des années. 1. Réduire les nuisances nocturnes en fonction du respect des normes de l'OMS et en évitant le survol des zones les plus densément peuplées. 2. Respecter l'arrêté bruit de la région de Bruxelles-Capitale et les directives européennes en la matière. Ce plan durable comprend 3 parties. Premièrement, la suppression ou l'adaptation des activités nocturnes de 22 h à 7 h du matin, une optimalisation de la configuration Est et une optimisation de la configuration Ouest. Se base aussi sur une diminution du nombre de personnes survolées et une réduction des nuisances causées par les routes aériennes. Mon groupe politique a conscience qu'il faut résoudre de manière structurelle ce dossier pour la santé, l'économie, l'environnement et la sécurité publique de tous les habitants. De 1954 à 2014, l'édition Casterman a publié une série d'albums, vous vous en rappellerez peut-être,
Martine à la ferme, Martine en voyage, Martine à la mer, à la montagne et même Martine en avion. Martine, vous vous le rappelez, est une petite fille d'une dizaine d'années qui vit au quotidien des aventures qui lui font découvrir la vie. C'est naïf, sympathique, et le créateur de la BD, Gilbert de Hallé, rencontrera un très grand succès au niveau mondial. J'ai le sentiment aujourd'hui que Jacqueline Galland, c'est Martine au gouvernement. Et Madame la Ministre, votre tâche sera certes très ardue, parce que vous aurez à discuter avec Martine au gouvernement. Et l'historique du dossier nous démontre que c'est une discussion extrêmement difficile, puisque ça semble souvent être un dialogue de sourds. Mais je suis désolé d'avoir attaqué Martine en l'absence de M. De Wolf, mais bon... Vous ne parlez pas de M. Melchior, par contre, hein, donc, non, qui nous a apporté son cadeau comme les rois mages. Je parle du présent, M. Van Guatsonhoven. Alors, ce débat aujourd'hui est peut-être l'occasion de faire le point sur différentes questions qui restent posées. Visiblement, les objectifs n'ont pas été clairement définis lors de la réunion du comité de concertation avec le fédéral en septembre. Cependant, un groupe de travail a été annoncé. Je voudrais savoir, Madame la Ministre, quelle sera sa mission, quelles sont les échéances définies et ce groupe s'est-il déjà réuni. Suite au placement des 4 nouveaux sonomètres, des PV d'infraction ont à nouveau été dressés et le gouvernement bruxellois s'est engagé à poursuivre les contraintes. Combien de contraintes ont été envoyées? Quel en est leur nombre? Le nombre de compagnies concernées et l'évolution de la procédure d'exécution de ces contraintes. En vue de faire respecter le jugement en cessation environnementale du 31 juillet 2014, comptez-vous poursuivre la réclamation des astreintes et où en est cette procédure d'exécution de la décision? Une action en cessation environnementale suite au rejet de la suspension du NOTAM du 19 juin va-t-elle être intentée ou bien allons-nous laisser Martine jouer la montre jusqu'en juin 2016? Date d'entrée en vigueur, je vous le rappelle, du règlement européen qui laissera peu de liberté aux États membres de l'Union pour modifier les plans de vol. Un durcissement de l'arrêté bruit est-il prévu? Une étude serait actuellement en cours. Quand pourrons-nous en disposer et quels sont les risques qui seraient engendrés par cette modification? Enfin, si je rejoins M. Pixneren pour me réjouir du plan proposé par les experts de Pas Question, je suis quand même assez prudent et avant de m'engager comme vous en disant « nous soutenons purement ce plan », je voudrais savoir, Madame la Ministre, si vous aurez la possibilité de juger de sa pertinence, de la méthodologie utilisée et aussi quelles sont les solutions transitoires qui pourraient être proposées. Voilà quelques questions auxquelles je suis sûr vous nous ferez un plaisir de répondre. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Serex. Pardon? Eh bien, non, Madame. Mais... Ben, enfin, je veux bien vous inscrire, moi, j'ai pas de problème. Il ne faut pas me regarder méchamment comme ça, mais oui, mais tout à l'heure, quand j'ai fait le tour de l'hémicycle, personne ne s'est manifesté chez vous. Oui, mais ça n'est pas grave. Ça n'est pas grave. C'est vous qui interviendrez? Ça, ok. Quand même, c'est un débat important et que nous n'étions pas très nombreux au début de la séance. Hein. Ça, il faut quand même le savoir aussi. Ok, allez. On y va. Je peux y aller, Monsieur le Président? Oui, monsieur. Voilà. Mais moi, je tiens vraiment à vous remercier, Monsieur le Président, et à vous rendre hommage. Parce que le fait que vous ayez accepté d'inscrire ce débat aujourd'hui à l'ordre du jour du Parlement aura au moins eu ce mérite, chers collègues,
c'est de faire sortir la ministre fédérale de la mobilité de son immobilité et de son mutisme. Ça faisait des mois que nous attendions ça, 1 an que nous attendions ça. Eh bien, aujourd'hui, grâce à l'organisation de ce débat, par presse interposée, elle nous dit qu'elle se donne 2 mois. Nous sommes le 16 octobre, donc avant Noël, pour le 16 décembre, on aura trouvé une solution, nous dit-elle, à tous les problèmes générés par l'aéroport de Zaventem. Mais moi, j'en accepte l'augure. Madame Durand, même si je ne vous cache pas que je suis assez sceptique. Je suis assez sceptique quand elle nous dit aujourd'hui dans le journal Le Soir que ce dossier ne serait pas un dossier communautaire. Quelle naïveté, chers collègues, quelle naïveté! Ça fait 15 ans, 20 ans que ce dossier est de nature communautaire. Mais depuis que Mme Galland est là, il n'est plus communautaire. C'est vrai qu'au CDH, dans ce dossier, on a des leçons à donner. Vous avez un bilan magnifique là-dessus. Et que le problème, M. De Wolf, ne serait pas spécifiquement bruxellois. Mais je vous ai dit, moi je suis sceptique et j'ai énormément d'inquiétudes. J'ai énormément d'inquiétudes quand je vois les gestes que Mme Galland, M. De Wolf, a posés depuis qu'elle est là. Et ce sont des gestes hostiles à Bruxelles. Le déplacement de la route du Ring vers le canal, dénoncé au sein de vos propres équipes par M. Van Gotsenhoef, pour lesquels la région bruxelloise a dû introduire un conflit d'intérêts. Le recours que l'État fédéral a introduit contre l'ordonnance du 31 juillet 2014, considérant qu'il ne fallait pas d'études d'impact, qu'il ne fallait pas consulter les populations. Est-ce que c'est ça la manière dont on va travailler pour l'application des moratoires? Tout à fait. Sans études d'impact, sans consultation des populations? C'est ça la thèse pour le moratoire, tout à fait. Et le tribunal est ressaisi de la question. Le non-respect dans les faits. Et comme moi, sans doute, vous recevez des centaines et des centaines de mails de ce qu'on a appelé le moratoire, ce virage gauche dans les faits. Il existe encore de manière large. Les populations de nos communes en souffrent tous les jours. Le déroulement du tapis vert pour DHL, M. De Wolf, est-ce que vous soutenez ça? Les 114 millions d'investissements de DHL ici à Zaventem? Est-ce que c'est ça que vous voulez? Le développement du fret? L'octroi des trafics pour Ethiopian Airlines? Est-ce que c'est ça qui va dans le bon sens? Est-ce que ce sont tous des signaux qui sont aujourd'hui, qui ont tendance à rassurer les Bruxellois? Vous n'avez pas l'air d'avoir écouté mon intervention, c'était tôt ce matin. C'est l'abandon, et nous le déplorons évidemment, de ce projet de ligne de train vers l'aéroport de Charleroi, qui aurait pu justement décharger Bruxelles National de ses projets de développement du low cost. Quand on parle de synergie entre Bruxelles et les aéroports régionaux, c'est évidemment ça qu'il faut faire. Et donc, Madame la Ministre, cela fait, vous le savez, 1 an que le gouvernement fédéral est en place, et il y a une dizaine de mois. Qu'est-ce que vous nous disiez ici à cette tribune? Vous nous disiez que Madame Galland avait prévu, d'ailleurs à votre demande, de mettre en place des groupes de travail. Des groupes de travail pour plancher en concertation avec le fédéral sur la recherche de solutions structurelles qui sont liées aux nuisances de plus en plus insupportables générées par le développement frénétique. Et pour employer une expression qui, à mon avis, dit bien ce qu'elle veut dire, je parlerai de développement métastatique des activités aéroportuaires de Zaventem, ce que d'ailleurs M. De Wolf n'a pas l'air de comprendre, puisque, je ne sais pas si vous savez, ici au sein de ce Parlement, M. De Wolf, il y a quelques semaines, il envoyait un tout de boîte dans une partie de Bruxelles où il se réjouissait. Il se réjouissait que, depuis le 2 avril, les avions qui décollent de Zaventem ne survolent plus définitivement votre zone d'habitation. Cette bonne nouvelle est le fruit de notre démonstration. Je vous avoue que moi, ça a été envoyé partout dans ma commune, et je peux vous dire que les habitants de tous les quartiers chez moi ont été très heureux de voir que M. De Wolf était très content, et il reste sans doute très content de la situation actuelle. Pour ceux qui n'ont pas eu, je tiens ce document à disposition. Ouais. Alors, face à...
Alors, monsieur Sérex, il faut tout lire dans le document, hein, parce que dans le document, on se réjouit que le moratoire soit mis en œuvre. Vous m'avez entendu dire aussi qu'il y avait encore des survols et qu'on demandait à Belgocontrol de les sanctionner. Et on a dit aussi que ce n'était pas la solution du problème et qu'il fallait aussi s'occuper des autres survols qui continuaient. Tout ça est dans le document. Vous essayez de diaboliser ça de votre côté. Ont été très contents. Ce sont les jeux politiques que j'ai dénoncés tout à l'heure. Tout comme M. De Wolf, quand vous avez fait... Pas de jeu politique. Moi, j'ai le MR Scarbécois qui m'interpelle sur l'augmentation des bruits d'avion récemment. Je vais l'envoyer directement chez M. De Wolf. Tout comme M. De Wolf, on avait été très impressionnés par votre grand numéro que vous aviez fait à la veille des élections avec un huissier de justice demandant qu'on empêche de survoler la commune d'Etterbeek. C'est là votre souci de la défense de l'ensemble des Bruxellois. L'ensemble des Bruxellois, ce n'est plus survoler la commune d'Etterbeek. Alors, vraiment, vous racontez n'importe quoi. Depuis lors, Madame la Ministre, vous avez dû, et vous l'avez bien fait, vous avez dû montrer les dents et signifier au gouvernement les astreintes qu'imposait l'ordonnance rendue par le tribunal de première instance du 31 juillet 2014 pour forcer le gouvernement fédéral et sa ministre de la mobilité ou de l'immobilité, appelez-la comme vous voulez, de nouer une forme de dialogue avec la région et de réunir ces groupes de travail. J'aimerais que vous me disiez aujourd'hui où en sont ces travaux. Je crains que je ne connaisse la réponse, puisque quand j'entends Mme Galland à la Chambre, lorsqu'elle est interrogée par un certain nombre de parlementaires, elle dit qu'elle travaille seule, très bien, très bien, en silence, et durement, dit-elle, à une vliegweg, mes chers collègues. Et cette vliegweg, elle ne fera que clicher la situation actuelle en verrouillant toute possibilité ultérieure de modifier les routes et les conditions d'exploitation de l'aéroport. Et ça, c'est totalement inacceptable. Humainement intolérable pour le million de Bruxellois, et la démonstration a encore été faite cette semaine, qui souffrent de ces nuisances incessantes. Et tout ça pour la soumission aux seuls intérêts de l'aéroport, des entreprises qui y sont situées. J'entends bien le discours de M. Van Damme sur l'emploi. Je voudrais tout de même rappeler, et démonstration en a été faite depuis des années et des années, qu'il y a très peu de Bruxellois qui sont employés à Zaventem. Et tout ça, alors que Mme Galland a fait déplacer cet été, malgré le conflit d'intérêts lancé par la région bruxelloise. Qu'est-ce que vous défendez, M. Van Gotsenhoven? Les Bruxellois ou le gouvernement fédéral? 6 vols de nuit journaliers de la route du Ring vers la route du Canal. Ça, c'est ce qu'elle a fait. C'est une excellente question que vous auriez pu vous poser. Je reprends ses propos. Je reprends ses propos et vous allez temps de dire Monsieur si vous Wathelet. êtes d'accord avec elle. Que dit Mme Galland? Bon, ce ne sont que 5 à 6 vols par jour. Disait pour se justifier Mme Galland. Je rappelle que vous aviez interpellé en soutenant le plan Wathelet. On va aussi distribuer ça dans votre commune. La porte-parole de DHL, la porte-parole de Macquarie, dont elle ne veut toujours pas donner le contrat alors qu'il y a des procédures judiciaires en cours. Moi, ça m'intéresserait de savoir le contenu de ce contrat qui a été signé à l'époque par le gouvernement fédéral, le porte-parole du VOCA, le porte-parole d'Ethiopian Airlines. Mais ce sont là 5 à 6 occasions par nuit, M. Van Gotsenhoven, pour les Bruxellois survolés d'être réveillés ou perturbés dans leur sommeil. Et dans des quartiers, et vous les connaissez encore mieux que moi, qui sont les plus densément peuplés de notre région. Mais vous avez soutenu le plan Wathelet qui a fait bien pire sur la route du canal. Vous avez fait une interpellation en ce sens. On va distribuer ça chez vous, on verra ce que ça donne. Tout le monde se rend bien compte. Monsieur, vous êtes frappé d'amnésie, semble-t-il. Hein? Non. La situation est devenue explosive. Et d'un côté, on a le gouvernement fédéral qui n'arrête pas de parler de développement économique de l'aéroport sans aucun, mais jamais, la moindre empathie pour les riverains, la qualité de vie, la santé et la sécurité. Vous savez, quand moi j'entends le directeur général de l'aéroport, qui, dans tous ses discours, ne parle jamais de la qualité de vie des riverains, ne parle jamais de l'équilibre à trouver entre développement économique et santé, à un moment donné, trop, c'est trop. Ils n'ont que le mot croissance, ils n'ont que le mot développement économique dans la bouche.
Et les riverains, la qualité de vie des riverains, on s'en fout. Et toujours du côté de ce gouvernement fédéral, on a Belgocontrol. Et je dois vous dire, et j'espère que vous partagez mon point de vue, moi, j'ai toutes les raisons de douter de la façon dont Belgocontrol influence la manière dont on vole aujourd'hui au départ et à l'arrivée de Bruxelles nationale. Et donc, j'ai été très clair dans mon intervention en disant qu'il devait sanctionner le non-respect des routes. Vous savez, c'est le gouvernement qui détermine et eux sont censés appliquer, Madame Durand. Eux sont censés appliquer. De l'autre côté, ben, on a les riverains, on a Bruxelles, qui n'a jamais, et Madame Durcel en a fait la démonstration en atterrissage tout à l'heure, c'était remarquable, n'a jamais été autant survolé qu'on l'est aujourd'hui, avec un degré de nuisance plus fort et plus insupportable. Et donc, Madame la Ministre, avec vos armes, vous vous battez. Les arrêtés bruit, les astreintes, les recours, les procédures en conflit d'intérêts, les moyens ne manquent en effet pas, mais est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer qu'ils ont une influence, et une influence suffisante, sur le gouvernement fédéral, sur Bruxelles Airport, sur Belgocontrol, sur les compagnies aériennes? On dit toujours que toucher au portefeuille fait souvent mal, mais combien d'acteurs payent leurs amendes, et est-ce qu'il ne faudrait pas à un moment donné réfléchir à augmenter ces amendes pour pénaliser encore plus ces compagnies aériennes? Je l'ai dit, Bruxelles n'a jamais été autant survolée depuis 10 ans, et ce dans le mépris total exprimé par les autorités aéroportuaires à l'égard des riverains. Il est temps, me semble-t-il, il est temps de dire à la ministre, aux compagnies aériennes, à Bruxelles Airport, qu'il est désormais dans leur intérêt à eux et à elles de voir se dégager une solution structurelle pour cet aéroport. Parce que, à force de minimiser les nuisances, ou de ne pas en parler, je faisais allusion aux propos du directeur de Bruxelles Airport, eh bien, il faut leur dire que c'est à force d'actions judiciaires, de procédures et autres, que l'avenir même de cet aéroport et de son bon fonctionnement sera mis en question. L'aéroport n'a toujours pas compris, et la Flandre non plus, quoi qu'en dise Mme Galland, puisqu'elle ne veut pas en faire un dossier communautaire, que si le développement frénétique de Zaventem ne s'accorde pas à la réalité et à la légitimité des doléances qui sont exprimées à quelques kilomètres de là, mes chers collègues, et que si les décisions de justice, celle du 31 juillet 2014, celle de 2005, toutes les autres décisions de justice qui ont été prononcées depuis des années, continuent à ne pas être prises en compte, bafouées, eh bien, c'est l'activité même de l'aéroport qui sera menacée à terme. Madame la Ministre, je l'ai dit, Bruxelles n'a jamais été autant survolée depuis l'entrée en vigueur du plan Galland sur le survol de Bruxelles. Non seulement, non content d'instaurer le survol massif des communes de l'Est de Bruxelles, je l'ai dit, cette ordonnance du 31 juillet 2014, dans les faits, n'est pas respectée. Cette ordonnance, elle supprimait les 2 virages à gauche. Certes, c'est vrai, aujourd'hui, on n'a plus 2 virages à gauche. Ça, c'est vrai. Sur papier, on n'a plus 2 virages à gauche, mais on a un virage à gauche doublement élargi, qui continue à survoler des zones qui, par décision judiciaire, sont exclues de tout survol. De même, et je l'ai dit, le plan Galland, il a décidé de transférer sur le canal et sur les communes les plus densément peuplées de la région. M. Van Dotsenhoff y faisait allusion. Des vols que la Flandre ne souhaitait plus voir passer sur le ring de Bruxelles. Voilà. Et enfin, les procédures relatives aux normes de vent semblent aujourd'hui, selon d'ailleurs une action qui a été intentée par un certain nombre de riverains, appliquées avec une souplesse d'interprétation extraordinaire et grandement défavorable à Bruxelles et à ses riverains. Donc cela fait maintenant 6 mois que ce plan Galland est d'application. Je voudrais vous demander, Madame la Ministre, quelles sont les conclusions que vous en tirez? Est-ce que vous faites la même analyse que moi? Et surtout, quelles sont les suites que vous comptez donner à celle-ci, puisque
la région s'est largement mobilisée en intentant diverses actions contre le précédent plan, en intentant et contre le gouvernement fédéral. Vous avez, je l'ai rappelé, lancé la procédure en conflit d'intérêts. Comment est-ce que nous allons faire à l'avenir? Et pour la première fois, mes chers collègues, depuis 2009, c'est une nouveauté, et la révision à la baisse du nombre maximum de mouvements de nuit autorisés à Zaventem, pour rappel, 16 000 mouvements, donc 5 000 décollages maximum, eh bien, pour la première fois, la nuit, depuis 2009, ce plafond de 16 000 vols a été dépassé. C'est la première. Je ne sais pas si vous vous en réjouissez, M. De Wolf, mais en tout cas, moi pas. Entre septembre 2014 et septembre 2015, un an, les autorités aéroportuaires elles-mêmes, ce n'est pas moi, vous me taxeriez de subjectivité, sur leur site, annoncent que ce seuil de 16